Tout a commencé comme si de rien n'était. Une route tranquille, un contrôle routier de routine. Une femme descend de sa vieille Chevrolet noire, calme, respectueuse, non armée. Mais en quelques minutes, 2 agents franchissent la ligne. Ils vont trop loin. Ils pensent qu'elle n'est personne. Et lorsqu'ils mettent le feu à sa voiture juste devant elle, ils croient avoir gagné. Ce qu'ils ne savent pas, c'est à qui ils viennent de s'en prendre. Parce que cette femme, ce n'est pas une victime. C'est la shérif du comté. Et ce qui vient ensuite, c'est une tempête qu'ils n'ont pas vue venir. Un combat pas seulement pour la justice, mais pour l'âme même de l'uniforme. Anna Morel venait de terminer sa première semaine après avoir repris du service. Elle avait pris une retraite brève, pas parce qu'elle voulait partir, mais parce qu'elle pensait que le département pouvait tourner sans elle. Elle avait voulu laisser la place, céder le flambeau à une nouvelle génération d'agents. Mais parfois, les silences du devoir crient plus fort que les adieux. Et certains silences sont si lourds qu'on les entend même à travers les volets fermés. Quand des appels anonymes s'accumulèrent, quand des habitants vinrent frapper à sa porte sans passer par le bureau du shérif, elle sut que son comté l'appelait à nouveau. Pas pour le prestige, pas pour la gloire, mais parce que la peur avait changé de camp et que les gardiens n'étaient plus toujours du bon côté de la grille. On n'abandonne pas une terre qu'on a juré de protéger, surtout quand cette terre commence à se taire. Elle avait tenté d'ignorer les premiers signaux. Une lettre glissée dans sa boîte sans adresse. Une jeune mère l'attendant sur son porche, bébé dans les bras, les larmes aux yeux. Des visages tendus dans les allées du supermarché qui la fixaient sans parler. Un graffiti effacé à moitié devant l'école. Un vieil homme qui lui serra la main un peu trop longtemps sans dire un mot. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la peur, de la colère, de la résignation. Quelque chose de cassé dans la relation entre la loi et ceux qu'elle est censée défendre. Anna comprit. Elle ne pouvait plus rester spectatrice. Elle consulta les rapports, en silence. Les chiffres ne disaient pas tout, mais ils suffisaient. Hausse des interpellations musclées, baisse des plaintes traitées, des affaires classées sans suite trop vite. Des agents récemment mutés, venus d'autres États, des disparitions administratives de preuves. Rien d'assez clair pour faire tomber quelqu'un, mais assez pour réveiller en elle la vieille brûlure du doute. Alors, elle remit la main sur sa plaque, sa chemise repassée, ses bottes. Elle demanda à être réintégrée. Le maire tenta d'objecter. Elle était censée être à la retraite. Elle répondit simplement « Alors, trouvez quelqu'un de mieux. Moi, j'ai un badge et une raison. » Il n'eut rien à répondre. Ce soir-là, elle ne portait pas sa plaque, pas d'uniforme. Juste un pantalon sombre, une chemise gris clair, les manches retroussées, le col ouvert à l'air doux du sud. Elle conduisait sa Chevrolet Impala 1968, restaurée, noire, lustrée, l'odeur du cuir encore imprégnée des années passées. Cette voiture était un souvenir, une promesse, une part de son histoire. Elle l'avait achetée avec son mari, feu capitaine Jean Morel, juste après leur mariage. Ils avaient tout remis en état ensemble, les jantes, la carrosserie, le moteur V8. Chaque vis avait été une conversation. Chaque tache d'huile, une mémoire. Le garage sentait alors le cambouis, le café noir et la radio grésillante d'une station jazz qu'ils laissaient tourner même quand ils ne parlaient pas. Leurs mains se frôlaient entre 2 outils. Ils ne regardaient pas l'heure. Le monde restait dehors. Ils faisaient rouler le passé dans chaque boulon poli. Les samedis s'étiraient, ponctués de rires feutrés, de silences habités, de petits plaisirs simples. Quand il est mort, elle avait failli tout vendre. Puis elle s'était souvenue de ce qu'il lui avait dit un soir. « Cette voiture, c'est ta boussole quand je serai plus là. » Et c'était vrai. Chaque trajet avec elle ramenait Jean un peu plus près. Elle ne conduisait pas seulement une Impala. Elle avançait avec lui, avec eux, avec tous les souvenirs comprimés sous le capot. Le soleil descendait lentement sur les collines de Saint-Amand en Louisiane. La lumière dorée des derniers rayons glissait sur les pins bordant la route départementale. Les ombres s'allongeaient doucement, s'étiraient comme des bras fatigués. C'était un de ces soirs que l'on chérit sans bruit, où la chaleur semble vouloir rester juste un peu plus longtemps. Les grillons chantaient au loin. Une buse tournoyait dans le ciel. L'asphalte brillait encore de la chaleur de la journée.
Une odeur de terre et de fleurs fanées flottait dans l'air. Un vieil homme arrosait ses géraniums sur un porche effondré. Il leva brièvement la main à son passage, sans même la regarder. Une femme tirait son linge à l'intérieur, les bras lourds de fatigue. Une balançoire grinçait sans enfant. Une pancarte, à vendre, pendait de travers sur un portail rouillé. Des fragments de paix, suspendus dans le souffle lent de l'été finissant. Le vent passait à travers les champs de maïs, pliant les tiges comme des confidences. L'air sentait le chèvrefeuille et la poussière. Au loin, on apercevait la silhouette d'un silo rouillé, vestige d'une époque où les saisons rythmaient encore les horaires. Des adolescents jouaient au ballon près d'un carrefour, jetant un œil curieux à la voiture ancienne qui roulait sans hâte. Une mère fermait ses volets à l'étage, un chien grognait à peine depuis son perron. Chaque détail semblait figé dans une toile de Norman Rockwell trempée dans le sud. Anna adorait ces trajets solitaires. Pas de musique, juste le ronronnement du moteur et la cadence tranquille de ses pensées. Elle avait vu le pire de l'humanité dans sa carrière. Des années de décisions dures, de racisme, de blessures physiques et morales. Elle avait connu les larmes des mères, les hurlements dans les talkies, les regards qui ne pardonnent pas. Elle avait enterré des collègues, réconforté des enfants, tiré en légitime défense. Elle avait appris à chérir les instants de silence, des instants où l'adrénaline redescend, où la gorge cesse de brûler, où les poings se desserrent. Des instants où l'on n'est plus une fonction, mais juste un cœur battant sous une chemise. Elle n'avait jamais pris ces silences pour de la faiblesse. C'étaient des refuges. Elle les cultivait comme d'autres prient ou jardinent. Ils lui permettaient de se rappeler pourquoi elle avait prêté serment. Pourquoi elle était restée. Pas pour le salaire, ni pour la gloire, mais pour le gamin qui serre son vélo après un vol. Pour la femme qui ose enfin témoigner. Pour les anciens qui saluent d'un hochement de tête sans dire un mot. Pour ceux que l'uniforme effraie, mais qui espèrent encore qu'un visage en sortira avec bienveillance. Mais ce soir ne lui offrirait pas ce luxe. Alors qu'elle dépassait une vieille grange abandonnée, des phares surgirent derrière elle. Trop vite, bien trop vite. Le rétroviseur capta l'éclat d'un gyrophare éteint. Une voiture de patrouille, collée à son pare-choc comme si elle poursuivait un fugitif. Anna fronça les sourcils. Pas de sirène, pas de signal, juste cette pression agressive. Elle appuya légèrement sur les freins, espérant un recul, mais la voiture accéléra encore, la dépassa à toute vitesse avant de se rabattre violemment, frôlant son pare-choc avant. Le cœur d'Anna manqua un battement. L'instinct prit le dessus. Elle tourna légèrement le volant pour éviter la collision. Les pneus crissèrent sur le bord de la route, projetant un nuage de gravier contre le bas de caisse. Elle se rattrapa de justesse, les deux mains bien ancrées sur le volant, le souffle court. Son regard balaya la route, comme pour s'assurer que le monde restait à sa place. Elle inspira profondément, plus stupéfaite que terrifiée. « C'était quoi ça ?» souffla-t-elle. Elle n'avait pas vu une manœuvre aussi irresponsable depuis les années 90, quand elle pourchassait de jeunes fuyards à travers les marais de Saint-Jacques, une lampe torche entre les dents, sa radio crachant des ordres mêlés de pluie et de peur. Mais ce soir, ce n'était pas une poursuite. C'était autre chose. Une provocation. Un avertissement. La lumière des phares de la voiture de patrouille se mit à danser sur les troncs des arbres bordant la départementale. Ils formaient des ombres mouvantes, instables, comme des spectres étirés par l'urgence. Devant elle, la route s'étendait droite, paisible en apparence. Derrière elle, le danger avait un volant, un moteur et une plaque officielle. La voiture de patrouille ralentit plus loin, puis s'immobilisa brusquement sur le bas-côté, comme une embuscade improvisée. Anna ralentit à son tour, maintenant une bonne distance. Elle ne pouvait ignorer la menace, ni la contourner. Le message était clair. Ce n'était pas un contrôle, c'était une mise à l'épreuve. Une pièce en plusieurs actes, et elle venait d'entrer dans la scène, sans le vouloir. Son regard s'aiguisa. Quelque chose clochait. Ce n'était pas ainsi qu'on procédait dans ce comté. Pas sans sommation, pas sans raison apparente. Pas de gyro allumé, pas de haut-parleur. Aucune tentative de communication officielle. C'était une démonstration de force. Pas un arrêt légitime. Elle cala sa voiture sur le bord de la route, le moteur encore tournant,
les phares inondant la berge herbeuse d'un éclat jaune. Le halo découpait les herbes hautes comme des lames. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre les insectes cogner contre les vitres. À cet instant précis, la nuit semblait retenir son souffle. Elle s'efforça de garder son calme, mais son souffle s'alourdit. Elle ferma brièvement les yeux, sentit le cuir de son siège sous ses doigts. Cela n'avait rien d'un contrôle classique. Pas d'appel radio, pas de routine, pas d'agent identifiable, aucune procédure connue. Elle connaissait les protocoles, les réflexes, les signaux subtils. Elle les avait enseignés pendant des années. Ce qu'elle voyait là ressemblait à une pièce montée, une manœuvre calculée. Trop précise pour être une erreur, trop imprudente pour être de la simple nervosité. Elle jeta un rapide coup d'œil à son sac, posé au pied du siège passager. Son téléphone était là, mais sans réseau stable dans cette zone boisée. Trop loin de la ville, trop proche de rien. Elle nota mentalement chaque détail. L'heure, l'endroit exact, les positions. Le conducteur sortit d'un bond, jeune, sec, nerveux. Son uniforme semblait impeccable, presque trop neuf. Mais ses mouvements trahissaient une tension contenue. Il avançait comme un prédateur impatient, pas comme un agent du maintien de l'ordre. Il marchait vite, sans prudence, sans précaution. Pas de regard circulaire, pas d'analyse du terrain. Juste une trajectoire directe, agressive. Derrière lui, quelques secondes plus tard, la portière passager claqua. Un second homme descendit, plus grand, plus large d'épaules, crâne rasé. Des lunettes de soleil ridicules plaquées sur son nez, malgré la lumière qui déclinait rapidement. Il mâchait un chewing-gum avec un détachement forcé, mais ses gestes étaient tout sauf détendus. Il se tenait les bras croisés, jambes écartées, comme s'il posait pour une affiche de série policière. Ils n'étaient pas en patrouille, ils étaient en posture. Des rôles joués, pas des fonctions assumées. La scène sentait la mise en scène. Aucun des deux ne lui disait rien. Elle connaissait tous les officiers du secteur, par nom, par regard, par leur façon de marcher ou de s'exprimer. Ceux-là n'en faisaient pas partie, ni de la station de Saint-Amand, ni des autres postes du comté. Elle le savait, et ça c'était inquiétant. Leurs plaques ne brillaient pas. Leurs badges semblaient réels, mais elle avait vu des copies mieux faites dans les affaires de corruption qu'elle avait instruites avant sa retraite. Elle plissa les yeux. Même leurs chaussures ne collaient pas. Trop neuves, trop propres pour des routes de campagne, trop impeccables pour des agents de terrain. Les ceintures tactiques mal ajustées. Le holster du plus grand n'était placé trop haut, détail que seul un professionnel pouvait remarquer, rendant l'arme difficile à dégainer. Ce n'étaient pas des flics, ou alors pas des bons, peut-être pas des vrais. Elle coupa le moteur. Un clic sec résonna dans l'habitacle. Puis, elle posa calmement ses mains sur ses genoux, observant leurs mouvements avec la concentration d'un tireur d'élite. Ils ne bougeaient pas comme des flics. Ils bougeaient comme des hommes en quête de contrôle, de spectacle, de domination. Peut-être un test, peut-être un avertissement, ou peut-être bien pire. La tension dans l'air était palpable. Le vent s'était arrêté. Les grillons s'étaient tus. Même les branches des pins semblaient figées. Anna sentit son dos se raidir. Son instinct, celui qui l'avait sauvée plus d'une fois, lui criait d'être prête à tout. Pas à fuir, mais à encaisser. À voir sans réagir. À survivre d'abord, comprendre ensuite. Le premier s'approcha, main sur les hanches, l'attitude chargée d'arrogance. À 3 mètres, il inclina la tête, regarda la voiture de haut en bas. Il sourit, un rictus qui n'avait rien d'amusé. « C'est quoi ton problème, grand-mère » lança-t-il, ton sec, narquois, sans aucune formule réglementaire. Pas de bonsoir, pas de vérification, juste du mépris brut. Anna abaissa sa vitre calmement, comme si elle ouvrait un livre. Elle ne cilla pas. Ses yeux se posèrent sur lui avec la lenteur d'un orage qui monte. « Je pourrais vous poser la même question. Vous avez failli me tuer en conduisant comme des fous. » Le deuxième ricana. « On a affaire à une bavarde, on dirait. » Il tourna légèrement la tête vers son collègue. Ils échangèrent un regard moqueur, complice, comme deux garnements pris dans un jeu qui n'a encore rien coûté. Leur rire n'était pas bruyant, mais cinglant. Sans peur, sans respect. Comme s'ils étaient persuadés que ce moment leur appartenait, que cette femme ne pouvait rien représenter de dangereux. Une vieille seule, au milieu de nulle part. Anna descendit lentement de la voiture, pas brusquement, pas comme quelqu'un de paniqué ou de révolté.
Elle ouvrit la portière avec lenteur, une main bien visible sur le cadre, l'autre levée à hauteur de la vitre, droite malgré son âge, le dos tendu, les pieds ancrés dans le sol comme des racines profondes. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, étrangement calme. « Messieurs, dit-elle posément, je ne cherche pas l'affrontement, mais choisissez bien vos prochains mots. » Ils rirent, un rire sec, presque de défi. « Et pourquoi on ferait ça ?» lança le plus jeune, mâchoire serrée, les pouces coincés dans sa ceinture. Il s'amusait. Il croyait tenir une occasion rare, l'humiliation sans conséquence d'une étrangère qui avait osé leur répondre. Elle ne répondit pas, pas encore. Le silence entre eux pesait lourd, plus lourd que le vent, plus lourd que les ombres qui s'étiraient sur l'asphalte. Elle savait manier le silence. Elle avait appris, au fil des années, qu'un mot de trop pouvait être une détonation. Et parfois, le mutisme était une arme plus puissante qu'un revolver. Le grand s'approcha, assez près pour qu'elle sente l'odeur âcre de tabac froid mêlée à une trace de sueur et de cuir râpé. Il avait ce regard que l'on croise dans les couloirs des prisons, celui d'un homme qui teste vos limites comme on teste la solidité d'une chaîne. « T'as pas répondu, mamie, souffla-t-il. Tu crois être au-dessus de la loi ?» Anna ne cilla pas. Elle resta droite. Son menton s'éleva légèrement, non par arrogance, mais par ancrage. « Non. Mais je pense que la loi devrait se comporter avec un peu plus de professionnalisme. » Le plus nerveux, agacé par sa résistance tranquille, s'avança vers la voiture. Il fit le tour lentement, ses doigts glissant sur la carrosserie comme s'il cherchait un défaut, une preuve, une raison d'aller plus loin. Il s'arrêta à l'arrière et lâcha, presque pour lui-même. « Belle caisse. Un peu trop belle pour une vieille dame. Tu l'as volée où ?» Anna tourna légèrement la tête vers lui. Elle n'eut pas besoin de hausser la voix. La fermeté dans ses mots suffisait. « Je l'ai restaurée moi-même. Mon mari m'a appris à la retaper quand j'avais 20 ans. » Le jeune n'aimait pas cette réponse. Pas du tout. Elle était trop nette, trop assurée, pas assez soumise. Il se retourna brusquement, planta un doigt dans son torse avec la violence d'un avertissement. « Fais attention à ton ton, mamie, ou on va t'apprendre les bonnes manières. » Voici la version étendue 3 veuves du passage demandé, s'arrêtant à « pas encore ». Anna ne recula pas. Elle avait vu pire. Dans des ruelles pleines de sang, dans des tribunaux pleins de mensonges, dans des familles brisées. Elle avait vu des frères se renier, des mères trahir pour sauver leurs fils, des collègues sombrer dans le silence après avoir franchi une ligne. Elle connaissait l'odeur de la peur réelle. Elle savait reconnaître la haine maquillée sous un uniforme. Elle fixa son regard droit dans celui du jeune homme, puis déclara d'un ton ferme, sans hausser la voix, mais avec une netteté qui tranchait l'air. « Donnez-moi vos noms, vos numéros de badge, maintenant. » Un ordre, pas une supplique, pas une demande. Elle aurait pu crier, menacer, supplier. Elle choisit de se tenir droite, les bottes bien ancrées dans le sol, sa dignité comme seule arme, parce que parfois, la vérité ne se crie pas. Elle se tient. Le costaud rit, cette fois plus fort. Un rire sans humour, chargé de moquerie. Il secoua la tête, comme si on venait de lui raconter une blague absurde. Il donna un coup de coude au plus jeune, désignant Anna du menton. « Tu crois que t'es qui pour demander ça ?» Il approcha d'un pas, plus près qu'il ne le devait. Une odeur de sueur et de cuir trop neuf l'accompagnait. Il pencha la tête sur le côté, jaugeant Anna comme on jauge un meuble ancien à la brocante. Du mépris, rien d'autre. Il n'avait pas encore compris ce qu'il avait devant lui. Pas un corps fatigué. Une institution vivante. Elle soupira. Ce n'était plus le moment d'attendre. Il était temps. Elle sortit sa carte lentement, la tint dans la lumière décroissante, assez pour qu'il voie. Le plastique refléta brièvement un rayon orangé du crépuscule. Sa voix était basse, mais chaque syllabe portait un poids. « Anna Morel, shérif du comté de Saint-Amand, et vous venez de franchir une ligne que vous allez regretter. » Elle ne cria pas. Elle n'avait pas besoin. Son nom suffisait. Dans ce comté, elle avait commandé des perquisitions complexes, mené des négociations en pleine crise, consolé les veuves de policiers morts au service. Elle avait signé des rapports que l'État lui-même avait classés secrets. Son nom ne brillait pas dans les journaux. Il vibrait dans les dossiers, dans les radios, dans les silences. Un silence. Cette fois, un vrai. Les 2 agents se figèrent. L'un cessa de mâcher son chewing-gum. L'autre perdit son sourire.
Leurs regards oscillèrent entre sa main et son visage, comme s'ils avaient vu enfin ce qu'ils avaient voulu ignorer. Le badge sur la carte, les initiales gravées. L'ancienne autorité, pas effacée, juste endormie, et réveillée maintenant. Puis, comme si un signal invisible les relançait, ils éclatèrent de rire, plus fort, plus faux. Leur réaction trahissait plus de nervosité que de mépris. Rire pour masquer le doute, rire pour éloigner le vertige de ce qu'ils venaient d'entendre. Mais leur rire ne sonnait plus pareil, moins sûr, plus cassant. « Tu rigoles, hein? Tu crois qu'on va avaler ça ?» lâcha le plus jeune moqueur. « Une vieille qui joue au cow-boy dans une bagnole de collection ?» Il essayait d'humilier, d'éteindre la légitimité par la moquerie. C'était souvent ainsi que les faibles tentaient de reprendre le pouvoir, en niant l'évidence. Son collègue renchérit avec un ricanement plus grave, plus sec. « T'as imprimé ça sur ton imprimante, mamie? C'est mignon. Tu veux des stickers aussi ?» Il avançait en biais, comme un animal qui cherche à encercler. Mais au fond de ses yeux, il y avait un éclat de doute, fugace, refoulé, mais réel. Il ne s'attendait pas à ça, à cette réponse, à cette stature, et il ne savait plus comment jouer. Mais Anna ne bougea pas un pli sur son visage, pas une once de panique. Son calme les déstabilisait. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, juste une patience ancienne, comme si elle avait déjà vu ce genre d'homme 100 fois auparavant. Des petits coqs, des intimidateurs en costume, des loups qui se pensaient maîtres de la meute jusqu'à ce qu'ils croisent le regard du vrai berger. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Elle se prend encore pour une flic, la pauvre, moqua l'autre en crachant près d'elle. Anna lutta contre l'envie de fermer les yeux. Chaque clignement, chaque battement de cœur était une douleur. Son souffle sifflait entre ses dents. Elle entendit le pas lourd de l'un des hommes s'éloigner vers la voiture. Ses sens s'accrochaient à chaque son. Le frottement d'un briquet, le cliquetis métallique, le claquement d'un réservoir ouvert. Elle tient à cette bagnole. Ce serait dommage qu'elle brûle. Anna leva les yeux. Son visage était couvert de terre, son sang collait à ses tempes. Non, faites pas ça. Sa voix était rauque, comme brisée par la poussière et l'humiliation. Mais déjà, l'essence coulait. Un filet d'argent sur le sol, une langue de promesses funestes. Le feu prit comme s'il avait attendu cet instant. Le briquet s'alluma avec un clic froid, presque solennel, et en quelques secondes, sa voiture devint brasier. Le feu engloutit le cuir, les souvenirs, les photos glissées dans la boîte à gants, le collier de perles cassé sur le rétroviseur, tout ce que Jean lui avait laissé. Des années d'amour, de sueur, de rêves, partis en fumée. Elle hurla. Pas de douleur physique. Celle-là, elle savait l'encaisser. Non, elle hurla de perte, de trahison, de rage muette. Ces hommes ne voyaient en elle qu'une vieille femme sans défense. Ils pensaient l'avoir écrasée, mais ils n'avaient rien vu, rien compris. Quand ils s'éloignèrent, satisfaits, leurs ombres dansant devant les flammes, la laissant briser dans la poussière, elle ne pleura pas. Elle se tut, elle se figea, comme l'œil du cyclone, le calme avant l'ouragan. Elle se redressa, centimètre par centimètre. Chaque geste était une torture. Sa main droite s'enfonça dans la terre, puis son genou trouva appui. Elle se leva, boitant, saignant, mais debout. La poussière accrochée à ses cils, son épaule disloquée pendante, sa lèvre fendue. Elle marcha, à travers les bois, dans la nuit qui s'épaississait. Elle connaissait chaque arbre, chaque racine, chaque raccourci oublié. Elle boita pendant 2 heures, traînant la jambe, le souffle court. Parfois elle tombait, se relevait sans un mot. La lueur de la lune filtrait à peine entre les feuillages. Les grillons s'étaient tus. Enfin les lumières de la ville, des néons flous au loin, la chaleur humaine à portée. Elle tituba jusqu'au poste. Un bâtiment modeste mais solide, son poste. Le sien. Là où elle avait passé tant de nuits, à veiller sur ceux qui dormaient. La jeune adjointe, Léa Nguyen, ouvrit la porte, stylo en main, café dans l'autre. Elle pâlit en la voyant. Son stylo tomba. « Madame la shérif !» Anna vacilla. Léa voulut la retenir, mais Anna leva une main. « Pas maintenant. Pas encore. » Elle s'appuya contre le mur, ses poumons brûlants, ses genoux tremblants. Mais son regard était de feu. « Enfermez le comté, » souffla-t-elle. « 2 hommes portent mon uniforme et souillent ce qu'ils représentent. » Léa hocha la tête, attrapa son talkie, hurla dans le canal principal. Les alarmes internes se mirent en route. Les radios crépitèrent. En moins de 10 minutes, tout Saint-Amand savait.
Le shérif était en sang, et 2 monstres portaient leur badge. Les heures suivantes furent un tourbillon. Les rapports, les appels, les visages graves. La colère sourde de ceux qui portaient encore l'uniforme avec honneur. Le nom des 2 agresseurs sortit vite, trop vite. 2 recrues transférées sans enquête, mutées en silence depuis un autre comté. Un arrangement sale, bureaucratique, opéré sans consultation. Leurs dossiers avaient été expurgés, leurs fautes masquées, recasées comme on déplace un problème, un système troué. Une faille qu'Anna avait voulu réparer. Trop tard, mais pas trop tard pour la justice. L'appel à témoins fut lancé dans l'heure. Les descriptions circulèrent. Les visages des 2 faux frères d'uniforme se retrouvèrent projetés sur les écrans du centre de répartition, sur les radios de patrouille, sur les téléphones des volontaires. Mais ce n'était pas une battue traditionnelle. C'était un soulèvement feutré, une chasse où les proies étaient ceux qui avaient piétiné la dignité. Ce soir-là, les lignes entre loi et communauté s'étaient effacées. Des éleveurs, des maires, des anciens du coin s'étaient portés volontaires, pas pour se venger, pour défendre ce qu'Anna incarnait. On retrouva leurs traces dans les bois, près de la rivière grise, là où les sentiers disparaissent et où la lumière peine à percer. Ils s'étaient cachés sous une bâche, parmi les souches, croyant que la forêt couvrirait leur fuite. Mais Saint-Amand n'oubliait pas, et Anna, elle, n'abandonnait jamais. Elle y alla elle-même, contre l'avis du médecin, contre la recommandation du préfet, blessée, bandée, une attelle à l'épaule, des points de suture au front, la jambe encore raide, mais droite, portant son insigne réparé, accroché sur une veste en jean. 2 officiers l'accompagnaient, mais elle fut la première à sortir du pick-up. Ils la virent, les 2 hommes. Et quelque chose en eux se brisa. Pas à cause des renforts, pas à cause des armes braquées, mais à cause d'elle. De cette femme qu'ils avaient laissée dans la poussière et qui marchait maintenant vers eux, bancale mais déterminée. « Vous ne m'avez pas détruite, dit-elle d'une voix claire portée par les arbres eux-mêmes. Vous m'avez réveillée. Pas de réplique, juste le bruit des menottes qui claquent sur les poignets. Keuf, silence, peur. Le genre de silence qui tombe quand la honte est plus lourde que la punition. Et quand elle rentra au poste, la nuit tombée, quelque chose d'inattendu l'attendait. Une foule. Rassemblée sans mot d'ordre, sans panneau. Juste de tous âges, de toutes couleurs, de toutes histoires. Serrés devant le commissariat, certains en pyjama, d'autres en costume de travail, tous unis dans la même attente. Quand elle sortit du véhicule, ce ne furent pas des cris, pas des slogans, juste des applaudissements, lents, profonds, offerts non au titre, mais au courage, à la résilience. Le procès fut rapide, les preuves accablantes, les témoignages nombreux, les charges lourdes, faux rapports, violences aggravées, destruction volontaire de propriété, usurpation, détournement de procédure. L'État, cette fois, ne ferma pas les yeux. Les caméras avaient filmé trop, les micros captaient trop de cris, les témoins étaient trop solides. Les visages des accusés, qui riaient encore en uniforme quelques mois plus tôt, étaient maintenant pâles, fermés, défaits. Anna prit la parole, seule, debout à la barre, appuyée sur une canne discrète. Les bandages avaient disparu, mais les cicatrices, visibles ou non, restaient. Son regard parcourut la salle, croisant ceux des familles, des journalistes, des anciens collègues. « Ils ont voulu effacer une vieille femme, dit-elle, chaque mot pesé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est salir l'honneur de chaque officier honnête. Ce badge que je porte depuis plus de 30 ans n'est pas une arme. C'est un engagement. Je ne demande pas vengeance. Je demande la vérité. Qu'on regarde enfin ce que l'on tolère sous prétexte de discipline. » Un frisson parcourut la salle. Silence dense. Dans les bancs du public, certains baissèrent les yeux. D'autres hochèrent la tête. Le juge resta impassible, mais ses doigts serrèrent le dossier de sa chaise. Il consulta les documents une dernière fois. Caution refusée. Détention immédiate. Les accusés furent menottés sur place. Et quand l'un d'eux osa protester, Anna le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, vous allez devoir répondre à quelqu'un d'autre que moi. » Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle lança une réforme complète du département. Pas une réforme symbolique. Une refonte de fond. Audits externes menés par des organismes civils. Révision des procédures de recrutement. Désormais, aucun agent n'était embauché sans évaluation psychologique indépendante et test éthique. Les anciens dossiers furent réévalués.
des plaintes oubliées ressorties. Certaines classées sans suite reprirent vie, donnant lieu à de nouvelles sanctions. On parla de chasse aux sorcières. Anna répondit « J'appelle ça du ménage ». Formations éthiques obligatoires, pour tous, même les vétérans, surtout eux. Transparence intégrale. Les réunions du conseil furent ouvertes, filmées, traduites en langage des signes et retransmises en direct. Les décisions disciplinaires furent publiées avec justification. Les citoyens purent consulter les statistiques, poser des questions, interpeller les responsables. Elle invita les habitants à chaque session, pas pour parler, pour écouter. Les mères endeuillées, les anciens désabusés, les jeunes révoltés, les travailleurs de nuit, les sans-papiers, tous ceux qui autrefois n'osaient même pas s'approcher du poste. Elle ne dirigeait plus par autorité, mais par exemple. Son vieil ami, le capitaine Doucet, dut partir, pas par trahison, mais par inaction. Complice involontaire d'un système qu'il n'avait pas voulu questionner. Ce fut dur. Un homme qu'elle avait autrefois appelé frère d'armes. Elle en souffrit. Mais elle n'hésita pas. Le comté ne pouvait plus se permettre de demi-mesure. Elle lui tendit la main en silence lors de son départ. Il la serra longuement, les larmes aux yeux. « Tu fais ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. » Certains tentèrent de l'attaquer, de la discréditer. Une rumeur, une photo vieille de 30 ans, sortie d'un vieux dossier militaire. On parla de radicalisme, de vengeance personnelle. Mais les habitants la protégèrent. Une pétition, des manifestations de soutien. Une nuit, des bougies furent allumées sur les marches du poste. Une femme âgée resta jusqu'au matin, tenant une pancarte. Une blessure ne fait pas une menteuse. 2 ans plus tard, Anna annonça qu'il était temps de passer la main. Elle remit les clés du poste à Léa Nguyen, première femme shérif du comté de Saint-Amand, ancienne lieutenante, fille d'immigrés, intègre, ferme, respectée. Ce ne fut pas dans une cérémonie grandiose, pas de ruban, pas de caméra nationale, juste un matin simple. La lumière filtrait à travers les stores. Les collègues s'étaient rassemblés dans le silence. Anna tendit à Léa un badge brûlé, récupéré dans les cendres de sa voiture, restauré à moitié, poli jusqu'à l'âme, les bords encore noircis, le numéro à peine lisible. Mais plus symbolique que tout insigne neuf. « Ce badge a vu le pire, » dit-elle. « À toi de lui rendre le meilleur. » Léa prit l'objet des 2 mains, le serra contre sa poitrine, et jura sans que personne ne l'oblige de mériter ce poids-là. Et sans bruit, Anna s'en alla, pas brisée, mais renforcée. Elle s'installa dans une petite maison isolée, aux abords de la forêt, avec un vieux chien borgne recueilli dans un chenil. Il avait l'habitude de dormir roulé contre la porte, comme s'il savait que veiller sur elle faisait partie du contrat. Elle cultivait ses tomates, lisait la presse locale et répondait parfois à des lettres d'inconnus. Des ados qui voulaient devenir flics, des veuves de vétérans, des mères de détenus. Elle ne donna pas d'interview. Elle ne chercha pas la lumière. Mais les gens continuaient à venir frapper à sa porte, pour lui dire merci, pour lui demander conseil, pour lui confier des secrets que personne d'autre ne voulait entendre. Certains restaient debout sur le perron, nerveux. D'autres s'asseyaient sur la vieille chaise en fer, le regard fuyant. Anna les écoutait sans juger. Parfois, elle répondait d'un mot. Parfois, elle se contentait de poser la main sur la leur. Sa maison était devenue un lieu de passage, une chapelle laïque où l'on venait chercher un peu de vérité brute. Et puis, un soir d'hiver, un feu éclata au centre communautaire rénové à son initiative. L'origine fut vite jugée suspecte. Caméra désactivée, serrure forcée, aucun tag, aucun message revendiqué. Mais les flammes parlaient pour eux. C'était un avertissement, une revanche, une tentative d'effacer. Anna, en apprenant la nouvelle, ne perdit pas une seconde. Elle reprit la route, malgré l'âge, malgré la douleur dans les hanches, malgré le givre sur le pare-brise qu'elle racla elle-même. Sur place, elle retrouva Léa. Ensemble, dans le froid, elles inspectèrent les dégâts. Les murs noircis, l'odeur âcre, le silence d'après. Quelqu'un voulait effacer tout ce qu'elles avaient construit. Pas juste un bâtiment, un symbole, une façon de faire. Une vérité qui dérangeait. Anna passa sa main sur un mur calciné. La suie colora ses doigts. Puis elle se tourna vers Léa, sans colère, mais avec une résolution tranquille. « Il faut recommencer, dit-elle. Encore. Autant de fois qu'il le faut. » Léa hocha la tête, mais ses yeux étaient humides, parce qu'elle savait ce que recommencer coûtait. En énergie, en sécurité,
en paix. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, une voiture l'attendait. Moteur coupé, vitres teintées, aucun mouvement. Elle s'arrêta à bonne distance. La lumière de son Porsche révéla un détail, une plaque d'immatriculation de l'État voisin, là où certains anciens collègues s'étaient réfugiés, frustrés d'avoir été écartés, certains même radiés, jugés, oubliés. Mais visiblement pas tous. Anna ne recula pas. Elle s'approcha lentement. Une main dans la poche, non pour une arme, mais pour ses clés, comme si le geste d'ouvrir sa porte pouvait suffire à tenir le danger à distance. Un homme descendit. Grand, jeune, regard vide, pas d'émotion, juste l'exécution froide d'un ordre. « On vous a laissé trop tranquille, » dit-il. Ce fut rapide. Un choc, un bruit sourd. Le chien aboya, furieux, griffes sur le bitume. Le voisin sortit en courant, un vieux fusil de chasse à la main. L'homme prit la fuite, voiture hurlant sur le gravier. Ambulance, hôpital. Une côte perfora un poumon, 2 vertèbres brisées, l'épaule fracturée. Anna survécut, fractures multiples, épanchement, mais vivante. Et dès qu'elle put parler, à peine la mâchoire libérée des bandages, elle dicta ce que Léa devait faire. Ne pas cacher l'attaque, ne pas se taire, en faire un levier, un appel, une riposte. On la crut finie. Elle répondit par un enregistrement diffusé lors d'une réunion publique, voix faible mais claire. « Si mon sang doit nourrir la justice, qu'il coule. Mais je ne me rendrai jamais. » Le message devint viral. Des affiches furent imprimées, des vidéos partagées. Des collégiens portèrent des t-shirts à son effigie. La phrase fut reprise sur des pancartes, des murs, des discours. Et à Saint-Amand, le centre communautaire fut reconstruit 2 fois plus grand. Quelques mois plus tard, une plaque fut installée devant le nouveau centre. Gravée dans l'acier, indélébile, luisant au soleil. Ici, on n'enterre pas les justes, on les écoute, on les suit. Et quand Anna, en fauteuil cette fois, fut invitée à couper le ruban d'inauguration, elle leva simplement les yeux et dit « Tant que je respire, je veille. » Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait préparé une lettre. Une lettre scellée, confiée à Léa. Dedans, les noms de ceux qu'elle soupçonnait. Les pièces qu'elle n'avait pas encore montrées. Des détails qu'elle n'avait confiés à personne. Et une phrase finale, écrite d'une main ferme. « S'ils reviennent pour moi, laisse-les. Mais s'ils reviennent pour ce que nous avons bâti, alors toi, ne recule pas. » Et cette nuit-là, alors que le centre brillait sous les néons neufs, un gamin de 12 ans, petit-fils d'une femme que la police avait autrefois ignorée, s'approcha du fauteuil d'Anna, lui tendit un badge en plastique. « C'est moi le prochain, Madame Morel. » Elle sourit, pour la première fois depuis longtemps, et ferma les yeux.